Dans l'actualité de ce 8 novembre, reprise des audiences dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, les accusés Ninda Tondé et Jean-Pierre Palme ont plaidé non coupables. L'ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré a notamment déclaré « Je n'ai pas de sang sur les mains ». Vous entendrez les différentes parties. Dans ce journal également, le ministre de l'économie et des finances devant les députés ce lundi, Lassana Ouedraogo est allé présenter le PNDS2 et le montant de son financement. On parle d'un peu plus de 19 000 milliards de francs CFA sur 5 ans. Quelle sera la contribution propre du Burkina? D'où viendront les financements extérieurs? Comment seront-ils mobilisés? Élément de réponse dans un instant. Et puis, la Covid-19 qui vient aggraver une situation déjà inquiétante des économies des pays de l'espace UEMOA. Résultat, un surendettement des États. Pourront-ils continuer à honorer leurs engagements financiers internationaux? C'est la question de la chronique éco de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Avant de développer ce titre, d'abord, cette session extraordinaire de la CEDEAO tenue hier à Accra est consacrée à la Guinée et au Mali. Au terme de leur huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de durcir les sanctions contre les autorités de la transition malienne, conséquence de l'annonce faite par Bamako d'être dans l'incapacité d'organiser les élections prévues pour février 2022. La CEDEAO qui maintient également ses trains de sanctions prises contre la Guinée. Eh bien, pour être complet sur ce sujet, sachez que la situation politique dans ces deux pays sera réexaminée au cours du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO prévu pour le 12 décembre à venir. Venons-en maintenant à la suite du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Les interrogatoires ont repris ce lundi avec deux accusés à la barre. Le soldat de première classe à la retraite et ancien chauffeur du général Diendéré au moment des faits, Ninda Tondé, accusé de subornation des témoins, eh bien, a plaidé non coupable, tout comme le colonel-major à la retraite, Jean-Pierre Palme, lui, accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Je ne suis pas Rambo, puis je n'ai pas de sang sur les mains, dira l'ancien ministre des Sports pour sa défense. Le point de l'audience de ce 8 novembre, Benjamin Kwame. C'est le parquet qui a commencé la contre-attaque dans l'audience de ce 8 novembre, avec toujours à la barre le colonel-major Jean-Pierre Palme. Le parquet explique à l'accusé qu'avant les événements du 15 octobre 1987, la plupart des caporaux, les sergents et les soldats de rang savaient qu'entre les capitaines Blaise Compaoré et Thomas Sankara, il y avait des tractations. Comment lui, Jean-Pierre Palme, qui était à l'époque membre du CNR et le deuxième plus gradé de la gendarmerie, n'était pas au courant? L'ancien capitaine met tout sur le compte des rumeurs et donc il n'y prêtait pas attention. Pourtant, un mois après l'assassinat de Thomas Sankara et ses camarades, M. Palme fut promu commandant. Pourquoi ne s'est-il pas vu surpris par cette nomination? S'interroge le parquet. Dans ses attributions, c'est le commandant Palme qui menait aussi les arrestations, déclare le tribunal. Il se défend en disant que c'était sous un régime d'exception. Soit vous vous alignez ou vous êtes considérés comme des ennemis. Il est reproché à l'ancien directeur général de la Sûreté d'avoir désactivé également la table d'écoute de la gendarmerie. Sa défense réagit. On a un peu gonflé ce rôle. J'ai le sentiment que mon client, il est recherché. C'est vrai que ça a été un gendarme loyal qui a beaucoup servi les régimes d'exception. Mais je pense que ce n'est pas pour ça qu'il est jugé. Il était commandant de gendarmerie, ça c'est de son rôle. Le commandant de gendarmerie, c'est dans ses attributions de s'occuper de la table d'écoute de renseignement. Comme il a dit, la gendarmerie dispose d'une table aussi bien que la police. La défense demande alors au parquet de se débarrasser de cette haine à l'endroit de son client et de le juger sur les faits intervenus à partir du 15 octobre 1987 et non avant. Car, rappelle Maître Moumouni Kopio, il est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. La partie civile, elle indique que Jean-Pierre Palme est une boîte noire dans ce procès, qu'il n'esquive donc pas les questions, qu'à tous attendent rien que la vérité. Nous croyons très peu à sa version.
contribuer à l'arrestation, à la torture des gens, contribuer à l'arrestation et à leur incarcération au Conseil de l'Entente, qui n'est pas un lieu logique d'incarcération, légal d'incarcération, pour nous, c'est tout à fait ahurissant. Les éléments qui étaient sur la table de le couple à l'époque, qui viendront témoigner, et on reviendra, qui disent très clairement, non seulement il a procédé avec l'assistance de l'équipe française au démantèlement de la table, deuxièmement, qu'il est parti avec des cassettes d'enregistrement. Le colonel-major à la retraite a expliqué, je cite, « J'ai toujours été victime de mensonges et de calomnies » et de préciser qu'avec Blaise Compaoré, quand ce sont des moments de magnificence, vous êtes son ami. Et quand ça ne va pas, vous êtes des ennemis. Avant de quitter la barre, il dit ne pas avoir du sang d'un humain sur les doigts. Le reste est entre Dieu et lui, a-t-il précisé. Autour du soldat de première classe Ninda Tondé, subornation de témoins est le principal chef d'accusation. Il serait allé voir le soldat Zintenga Abdul Draman sous injonction du général Gilbert Diendéré pour lui dire qu'une fois devant le juge d'instruction, qu'il ne dise pas que Zintenga était au Conseil de l'Entente lors de l'assassinat. Le soldat Tondé reconnaît avoir échangé avec Zintenga, mais n'a pas été envoyé par Gilbert Diendéré, soutient-il. Il se dit trahi par Zintenga Abdul Draman. Il reconnaît qu'il allait voir Zintenga. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Il a échangé avec le général Diendéré sur un certain nombre de questions, mais le général ne lui a jamais dit d'aller dire à Zintenga ceci ou cela. Il dit que c'est de son propre chef pour donner du crédit à ce qu'il devait dire à son ami, celui qu'il prenait comme son ami, qui l'a trahi selon ses dires. Malheureusement, son ami entre griffes aujourd'hui a enregistré, à le remettre au juge bonnement, comme quoi aujourd'hui l'amitié ça tient sur un bout de fil. La partie civile, elle annonce être persuadée que c'est le général Gilbert Diendéré qui a ordonné à celui qui fut son chauffeur d'aller porter cette information auprès du nommé Zintenga Abdul Draman. Le procès se poursuit ce mardi avec à la barre le général Gilbert Diendéré en question. Toute autre chose avec ce chiffre. Écoutez bien, un peu plus de 19 000 milliards de francs CFA à mobiliser et à investir sur la période allant de 2021 à 2025. Le PNDS2 a été présenté aux députés ce lundi par le ministre de l'Économie et des Finances. Il sera financé à hauteur de 63% par des ressources internes et 28% à rechercher auprès des bailleurs de fonds. 4 axes principaux sont prévus pour son exécution. Tous les détails ont été donnés par Lassane Kaboré au cours d'une séance plénière ce 8 novembre. Plus de précisions, Luc Pabelgue. Le deuxième PNDS, le Plan national de développement économique et social présenté à l'Assemblée nationale. Le document de 101 pages a été détaillé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement aux députés. Le PNDS 2 va coûter 19 030,7 milliards de francs CFA pour la période de 2021 à 2025. Il sera financé à 63% par les ressources propres, 9% par les ressources extérieures pour un besoin de financement de 28%. Les 2 et 3 décembre prochains, le gouvernement burkinabé sera à Bruxelles pour charmer les bailleurs dans ce sens. Il faut voir le PNDS comme un instrument, justement, qui non seulement doit pouvoir travailler sur l'axe purement sécuritaire, mais l'axe développement, étant donné qu'il n'y a que le développement, justement, qui peut aussi contribuer progressivement à asseoir une population, un pays, donc, où le développement existe et où, bien sûr, nous puissions donc réduire la pauvreté et les fractures. Et c'est pour dire que nous avons donc, au regard de toutes ces contributions, nous sommes sortis confiants et nous irons donc à la table ronde de mobilisation des partenaires pour accompagner le financement du GAP, qui est, comme vous le savez, estimé à 5 338 milliards de francs CFA, et étant donné que sur les 19 030 milliards de francs CFA, justement, une bonne partie est déjà acquis, aussi bien par les conventions que nous avons déjà signées avec des partenaires que par les prévisions sur nos ressources intérieures propres. La mise en œuvre du PNDS 2 se fera à travers 4 axes stratégiques, dont la sécurité comme axe prioritaire. La mise en œuvre du PNDS 2 se fera à travers 4 axes stratégiques que sont l'axe 1, consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. L'axe 2, approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l'administration. L'axe 3, consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale. Et enfin, l'axe 4,
dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Pour chacun de ces axes, des objectifs stratégiques, des effets attendus et des indicateurs d'effets ont été déterminés. Le PNDS 2 se fonde sur les 10 chantiers du programme présidentiel de 2020 de Rochman Christian Kaboré. Il s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure sécurisation des populations, du renforcement de leur résilience, de la modernisation de l'administration et de l'amélioration du climat des affaires dans le but de créer des conditions optimales pour l'amélioration du bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national. Les députés n'ont pas manqué de faire des suggestions au gouvernement dans le sens de l'aider à mobiliser les ressources à la hauteur de ses attentes. Et voilà qui nous conduit tout droit à notre chronique éco. Nous sommes lundi. Ces dernières années, les pays membres de l'UEMOA ont éprouvé d'énormes difficultés à financer leurs économies, une situation qui s'est exacerbée avec l'apparition de la Covid-19, obligeant les États de l'espace UEMOA à recourir à un endettement de plus en plus croissant. Le surendettement pour faire face à la Covid-19, c'est le sujet de la chronique éco de ce journal. Il est signé Ahmed Boy. La crise de la Covid-19 a considérablement dégradé la capacité de financement des économies des pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour relever ce défi, ces États s'engagent dans la course à l'endettement. Constat, le rythme d'évolution de la dette publique de ces nations frise le surendettement. Le Burkina Faso, lui, a bénéficié de 100 milliards de francs CFA comme ligne de crédit au profit des banques en vue d'accompagner les entreprises. Je pense qu'au niveau du Burkina, il y a eu 100 milliards qui ont été mobilisés sur 3 ans pour permettre aux entreprises qui répondaient aux critères, justement, de pouvoir se financer et de tenir le choc de la Covid. Pour tenir le choc, justement, la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris plusieurs mesures pour atténuer les effets de la Covid-19 sur les dépenses budgétaires. Il y a eu des reports d'échéance au niveau des banques qui ont permis à certaines entreprises de tenir. Et il y a eu aussi ce qu'on appelle les fonds Covid, aussi que les États ont pu mobiliser justement via le marché financier pour pouvoir soutenir les différents secteurs de l'économie. C'est dans de telles situations que le génie des techniciens s'occupant des finances publiques burkinabais est attendu. Il y a des ratios à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si vous prenez plus que vos capacités, à un moment vous allez avoir des retards de paiement, ce qui n'est pas bon pour l'image de votre pays. Et c'est pour cela qu'on surveille le niveau d'endettement des États. C'est comme les ménages, il faut surveiller votre niveau d'endettement pour ne pas être en défaut de paiement. Pour l'heure, Abdoulaye Tao rassure, le Burkina Faso n'est pas en défaut de paiement de ses dettes et le niveau d'endettement est jugé tolérable. Si on regarde les statistiques 2020, je passe ça sous les yeux de l'UEMOA, le Burkina, on est encore dans la fourchette. C'est pas aussi alarmant que ça. C'est pas alarmant. Le seuil est dans ce qu'on appelle le tolérable. On n'est pas dans la zone rouge comme on dit. Toutefois, le niveau de surendettement en croissance des États membres de l'UEMOA inquiète certains observateurs pour qui des risques pèsent sur les capacités des États en général et le Burkina Faso en particulier à faire face à ces engagements. Et on reste au sein de l'UEMOA pour parler de la 7e édition du Salon des banques et PME de l'espace communautaire. Un rendez-vous d'affaires qui a pris fin avec les PME Awards, une occasion de récompenser les efforts des acteurs œuvrant pour l'essor des petites et moyennes entreprises. Maxime Boudou. C'est une soirée qui récompense les managers des petites et moyennes entreprises et au-delà, tous les acteurs qui accompagnent le secteur. Nous sommes à la soirée des PME Awards à l'occasion de la 7e édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Elle vise à encourager les porteurs de projets et contribuer au développement économique des États. Dans la catégorie d'honneur, le trophée est décerné au ministre du Commerce sénégalais pour ses efforts à trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs.
Je suis très ravi, honoré d'avoir reçu ce prix au nom de Madame le ministre, qui a été une battante, qui tient les ONG, les PME comme des sources de stabilisation, de promotion de l'économie nationale. Et je pense qu'avec toutes les réformes qu'elle est en train de conduire, avec toutes les attentions qu'elle porte à l'évolution de ce monde, je pense que nous sommes partis pour que l'Afrique se retrouve. Au niveau de la catégorie Carrefour des PME, c'est le mérite du Fonds africain de garantie et de coopération économique qui est reconnu. Une structure qui développe des partenariats avec les banques afin de mieux financer les entreprises. Elle est présente dans 14 pays et a accompagné plus de 350 projets qui ont permis de mobiliser près de 2500 milliards de francs CFA au profit des économies des États membres, dont 70% en faveur des PME. Le FAGAS a mis en place un institut. Cet institut-là va contribuer à encadrer à travers les chambres de commerce, les chambres d'agriculture et les différentes chambres de métiers, les porteurs de projets, à monter leurs projets, à constituer leur entreprise, à rendre leur entreprise compétitive et à disposer des états financiers qui rassurent les partenaires financiers et qui vont leur permettre d'accéder plus facilement au financement. À cette édition, une vingtaine de trophées est décernée aux entreprises. Pour les organisateurs du PME Award, c'est un pari réussi. Vous savez très bien que notre économie est soutenue par ces PME. Et dans le vocable PME, vous avez les très petites, les moyennes et aussi vous avez les PMI. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous parce que pendant la Covid-19, les PME ont contribué énormément à donner de l'espoir à nos pays. La prochaine édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA est prévue pour se tenir du 1er au 4 novembre 2022. La 16e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé, elle, a été marquée par cette compétition que ses initiateurs ont appelée le pitch des grandes écoles. Des groupes d'étudiants venus de diverses écoles présentent des projets en face d'un jury. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la créativité, l'audace et les idées étaient au rendez-vous. Madina Sino. Le pitch des grandes écoles, c'était l'innovation majeure aux 16e journées de l'entrepreneuriat burkinabé GEB. 5 équipes au total ont eu 2 minutes pour convaincre les membres du jury sur l'originalité, la faisabilité et l'impact social de leur projet entrepreneurial. Et c'est l'Institut supérieur de génie électrique ISGE qui remporte le premier prix avec son projet qui vise à redonner de l'intérêt aux moyens de transport en commun. Il est dénommé ADA. ADA est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mobilité urbaine pour permettre aux jeunes, aux utilisateurs de moyens de transport en commun à fluidifier l'utilisation des moyens de transport en commun à travers une application digitale. Cette application digitale va les permettre de géolocaliser les bus présents dans le réseau de transport à un instant T réel. Ils pourront donc savoir où est-ce que le bus se trouve et optimiser leur temps pour se rendre à l'arrêt de bus au moment où il arrive en ce lieu. ADA aussi, c'est un système qui permet le paiement électronique de tickets de bus, qui favorise ce paiement électronique en vue de faire un pas de plus vers une ville connectée et un Burkina digital. La deuxième place revient à l'Institut supérieur de technologie. Laurent Soubeiga et ses camarades ont développé un projet de fabrication locale de tables de réanimation néonatale. Ce projet permettra au Burkina Faso de bénéficier de ces tables de réanimation au prix de 1 500 000 francs CFA au lieu de 5 millions de francs CFA en importation. La maison de l'entreprise initiatrice de ces journées dresse un bilan satisfaisant. Le pitch des grandes écoles que nous avons eu à faire a permis de dégager, de faire des découvertes que nous ne savions pas. Nous avons vu qu'il y a des écoles qui ont découvert des tables de réanimation pour la néonatologie et qui vont être bénéfiques pour notre ministère de la Santé. Toutes ces choses-là sont des grandes innovations qui vont apporter un plus dans l'amélioration des conditions matérielles d'existence de nos concitoyens. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est une
grande réussite. Selon le ministre délégué en charge de l'artisanat, cette initiative de la Maison de l'entreprise est salutaire car les GEB sont le cadre idéal qui permet de mettre en réseau les entrepreneurs des 4 coins du Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers. C'est l'occasion, une fois de plus, de dire merci à la Maison de l'entreprise, de les encourager et de les féliciter pour qu'elles puissent poursuivre cette initiative qui donne l'occasion aux entrepreneurs, aux jeunes burkinabés de pouvoir se faire connaître dans le secteur de l'entrepreneuriat et de se faire accompagner pour pouvoir créer des emplois et pouvoir créer des revenus dans leur milieu. Les 5 lauréats du pitch des grandes écoles ont bénéficié de la part de la Maison de l'entreprise d'accompagnement financier allant d'1 million à 3 millions de francs CFA. Outre ces jeunes entrepreneurs, plusieurs entreprises ont reçu des attestations de reconnaissance à ce 16e GEB tenu les 4 et 5 novembre dernier sous le thème « Secteur porteur au Burkina Faso, potentialités et opportunités, véritable atout pour booster l'entrepreneuriat ». La 17e édition des GEB est attendue du 1er au 4 novembre 2022. Économie toujours. Il y a quelques mois du renouvellement à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie, le président sortant, candidat à sa propre succession, dresse le bilan de sa gestion, un exercice auquel Mahamadou Issa Ouagadougou s'est soumis face à l'Alliance pour le renforcement consulaire, l'ARC, qu'il peut bien compter parmi ses soutiens. Abdelaziz Assari. Reconduire le navire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, c'est ce que souhaite Mahamadou Issa Ouagadougou, dit Kadhafi. À Ouayougouya, dans le Yatenga, il demande le soutien de l'Alliance pour le renforcement consulaire, ARC. Et pour prouver qu'il est le candidat idéal pour un monde des affaires plus prospère, le président sortant de la CCBF décline le bilan de ce qu'il a déjà réalisé comme activité lors de son premier mandat qui s'achève dans quelques mois. Les 5 ans, nous avons pu faire des investissements dans le capital humain, des infrastructures et des formations. En somme, nous totalisons pour plus de 100 milliards d'investissements. Et nous, le plan mandature que nous avions 2016-2021 a été réalisé à près de 80%. Et donc, nous pensons que c'est un bilan positif, malgré le contexte que vous le savez, sécuritaire et sanitaire. Séduit par cet inventaire qu'elle juge satisfaisant, l'Alliance pour le renforcement consulaire, composée de 36 associations et groupements d'hommes d'affaires, dit être prête à renouveler sa confiance en celui qu'elle qualifie de visionnaire. De même pour les opérateurs économiques du Nord, région de Mahamadou Issa Ouagadougou, qui s'engagent également à conduire leur fils à la tête de la CCBF afin qu'il termine les ambitieux projets qu'il a commencés. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il a présenté un bilan très positif. Et c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci également, moi, en tant que président de la délégation consulaire, j'ai demandé à l'ensemble du monde économique de notre région de continuer à soutenir Ouagadougou Mamadi Kadhafi et l'ARC pour qu'ensemble, nous puissions à nouveau revenir aux affaires pour continuer à travailler de façon à faire prospérer le secteur économique, le secteur privé, le monde des affaires, en un mot, les affaires au Burkina Faso. C'est en 2022 qu'est prévue l'élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Les présidents des chambres régionales de commerce qui procéderont à ce vote devront eux-mêmes œuvrer à se faire élire le 14 novembre prochain. Il est intitulé « Development Account ». C'est un projet appuyé par la Banque mondiale et qui vise le renforcement des capacités dans la gestion de l'information géospatiale des pays en développement. En Afrique, les pays pilotes qui ont été choisis, c'est l'Éthiopie et le Burkina Faso. Eh bien, au Burkina, l'Institut géographique du Burkina, le ministère de l'économie et des finances et le ministère en charge des infrastructures ont procédé pour sa mise en œuvre à l'élaboration d'un cadre logique du plan d'action national du Burkina Faso. Plus de détails, Abdelaziz Assari. Initié par les Nations Unies, le projet DA11 vise à favoriser l'amélioration et le renforcement de capacités nationales en matière de gestion intégrée de l'information géospatiale dans les pays en voie de développement. Le Burkina Faso, l'un des pays pilotes de ce projet,
veut réussir la mise en œuvre. C'est pourquoi l'Institut géographique du Burkina et le ministère des Finances ainsi que celui des infrastructures élaborent ici un cadre logique du projet en conformité avec le modèle national. Alors déjà en matière d'information géospatiale, le cadre logique de ce projet, de ce contexte va vraiment changer, va beaucoup changer. Voilà. Parce qu'au niveau du Burkina Faso, l'IGB qui a été créé depuis 1976 essaye d'améliorer la gestion de ces différentes données. Voilà. Mais avec l'appui donc de la CEIA, il y aura un cadre logique, un modèle de gouvernance qui sera mis en œuvre afin d'améliorer donc ce fonctionnement. Selon l'Institut géographique du Burkina, une bonne mise en œuvre du DA11 au Burkina Faso permettra d'améliorer le niveau des prises de décision pour les projets de développement grâce à l'utilisation rationnelle de l'information géospatiale. Un exemple très simple, lorsque au ministère des Infrastructures nous faisons une route, souvent on voit quelques jours après des gens qui sont là en train de casser pour mettre en fait les réseaux. Les gens les condamnent, mais c'est parce que tout simplement, l'information géospatiale au niveau national n'est pas arrivée à un haut niveau, parce qu'on doit arriver à travers le DA11 à mettre les éléments du ministère des Infrastructures, les éléments du ministère de l'Économie et de l'Énergie, les éléments donc, du ministère de l'Environnement, on doit les mettre ensemble pour que chaque acteur qui veut planifier un projet, il puisse aller voir qu'est-ce qui existe sur le site dont je vais intervenir. Et en fonction donc, du contenu donc, de l'existant, la personne donc, va arriver donc, à planifier correctement ce qu'il a, sans effectivement détériorer donc, ce que les autres ont fait déjà. Les leçons qui seront tirées de l'expérience du Burkina Faso vont servir à généraliser le projet sur l'ensemble des autres pays d'Afrique. Donc, cet atelier est particulièrement important pour nous parce que c'est un atelier de base, précurseur, à partir duquel nous pouvons dériver des leçons très importantes que nous voulons proposer aux autres pays africains. En plus du Burkina Faso, les îles Fidji, l'Éthiopie, le Népal et la Mongolie sont les autres pays pilotes du projet Development Account DA11. Le projet est appuyé par la Banque mondiale. Selon une étude de Wascal, les pratiques agricoles sont responsables des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 22% en Afrique de l'Ouest. Des statistiques à incorporer au projet GreenGrid qui devrait permettre à chaque État concerné de mesurer l'impact de son agriculture sur la détérioration de l'environnement et vice-versa. GreenGrid a été lancé à Ouagadougou. Alexis Belem-Naba nous en dit plus. En Afrique de l'Ouest, les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation sont estimées à 31,5%. Celles relatives à l'agriculture contribuent pour une part de 22,7% selon une étude de Wascal, West African Science Center on Climate Change and Adapted Land Use. Les prédictions indiquent également que le changement climatique affectera le secteur agricole avec des baisses de rendement de 10 à 20% d'ici à 2050. Dans cette même période, la population totale devrait tripler. Pour assurer la sécurité alimentaire et mettre en place des stratégies de résilience de la population face aux impacts, Wascal lance ici son nouveau projet GreenGrid, détermination des gaz à effet de serre dans le paysage ouest africain. C'est un projet de recherche qui a pour objectif de mesurer les émissions de gaz à effet de serre en lien avec le paysage agricole. Et c'est un projet qui travaille dans la perspective de renforcer les instruments de mesure permettant à chaque pays, notamment pour ce qui est du projet, ces trois pays, le Niger, le Burkina et le Ghana, de pouvoir renseigner sur la part du secteur de l'agriculture, notamment les pratiques agricoles, sur justement les émissions de gaz à effet de serre. Le ministère en charge de l'environnement mène déjà des actions dans la lutte contre le changement climatique. Il compte travailler pour faciliter l'implémentation de ce nouveau projet. Au niveau, que ce soit des champs, que ce soit également des espaces pastoraux, afin de permettre également à notre pays de pouvoir, de manière, je dirais, très claire, adopter ou proposer des systèmes de gestion et de production durable qui puissent permettre de pouvoir
non seulement produire pour l'ensemble de la population, mais également assurer également le bien des générations présentes et futures. 3 pays ouest-africains sont représentés au lancement des travaux. Cette activité se tient dans une période où l'actualité est dominée par la conférence des parties COP26 concernant l'accord de Paris sur le changement climatique qui se tient à Glasgow en Écosse. Il est demandé aux différents États d'annoncer leurs nouvelles ambitions climatiques à travers la mise à jour des contributions déterminées au niveau national et la publication de stratégies à long terme à l'horizon 2050. Ce qui suppose que chaque pays puisse mesurer de manière précise les facteurs d'émissions dans les différents secteurs de développement. Un peu de culture pour terminer, on parle de lecture. Ouagadougou va accueillir du 25 au 28 novembre prochain la 16e foire internationale du livre de Ouagadougou. En prélude à cette philo 2021, eh bien, le ministère en charge de la culture était face à la presse pour donner des précisions sur son organisation. On annonce une centaine d'exposants attendus et puis le grand prix du livre repartira, lui, avec une somme de 1 500 000 francs CFA. Benjamin Kwame. Pendant 4 jours, à partir du 25 novembre 2021, c'est le site du CIAO qui va abriter la 16e foire internationale du livre de Ouagadougou. Édition et marché du livre au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives. C'est autour de cette thématique que la philo, qui a pour but de créer un cadre de concertation entre les acteurs et les professionnels du livre, se tient. La philo est une biennale qui a été instituée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme avec pour objectif de créer un cadre de concertation entre les acteurs et professionnels du livre, offrir une tribune à la promotion du livre et à la lecture, intégrer le livre et la lecture dans les efforts d'alphabétisation des communautés. Nous entendons encourager les professionnels de la filière à améliorer leurs conditions au développement d'une industrie du livre burkinabé dynamique et compétitive. C'est donc les professionnels de l'édition, des bibliothécaires, des lecteurs et le grand public qui sont attendus à cette édition ouverte à tous les écrivains du Burkina Faso. Le grand prix du livre d'une valeur d'1 500 000 francs CFA sera décerné aux gens poétiques. Le salon se déroulera avec plusieurs activités au menu. Le menu de la 16e édition de la philo est composé de panels et conférences, d'une exposition vente d'œuvres littéraires, de rencontres d'échanges autour du livre, olympiade nationale, littéraire nationale, des formations en technique d'écriture et d'animation, d'une animation espace enfant et des dédicaces de livres. Pour les œuvres en compétition, déjà 10 ont été réceptionnées, précise Élise Ilboudo-Tiombiano, elle qui, séance tenante, a procédé à l'installation du comité national d'organisation du SILO, un comité chargé de préparer de bout en bout pour une réussite de ce rendez-vous du livre de Ouagadougou. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Et surtout, merci pour votre patience. Tout à l'heure, le journal Amouré, le Kiba Wakato. Et puis, à 21h00, le Sport Time avec le doué Arsène Kanditamné. Moi, je vous dis au revoir, bonsoir. Et puis, rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Bonsoir.